L'autre jour, je me baladais tranquillement sur le YouTube quand j'eus l'idée fantastique de taper être célibataire aujourd'hui. Me demandez pas pourquoi c'est arrivé comme ça. Les recommandations m'ont rapidement conduit sur une liste de vidéos être célibataire à 30 ans. C'est fou qu'il y ait encore des femmes qui aient besoin de justifier leur célibat à notre époque. Certains clichés ont encore la vie dure. Et puis je me suis souvenu d'un cours d'histoire moderne que j'avais eu en prépa à l'École nationale des chartes sur les femmes seules à l'époque moderne. L'occasion était donc parfaite pour le ressortir et le dépoussiérer un peu. Bienvenue pour un nouveau jour d'histoire. Au cours de l'époque moderne, la norme sociale voulait que les femmes soient mariées. Sous l'impulsion notamment des clercs et des médecins, les femmes seules, célibataires ou veuves, étaient suspectes aux yeux de la société. Cependant, on peut observer que leur nombre est en augmentation durant cette période qui s'étend du XVIe au XVIIIe siècle, et c'est le cas principalement dans les villes. Mais ça veut dire quoi concrètement être une femme seule à l'époque moderne ? Les clercs, tout comme les médecins, ont développé une véritable phobie de la femme, phobie qui s'est propagée dans toute la société à l'époque moderne. Cette phobie a deux origines très distinctes. Pour les clercs, la femme fait peur parce qu'elle représente le mal absolu, tout comme Ève la tentatrice qui sème le désordre dans la société et la damnation pour les âmes des hommes. Même si la femme est aussi associée à la Vierge, cette part maléfique de la femme fait très peur aux clercs. Les médecins, eux, redoutent la femme parce qu'elle présente une anatomie mal connue. On ne voit pas ses organes génitaux, ses règles effraient. Une croyance populaire attribuait ainsi à une femme ayant ses menstrues le pouvoir de faire ternir un miroir d'un regard ou de faire mourir une plante. De plus, la femme est vue comme faible et inachevée par rapport à l'homme, imbecilitas sexus selon les termes juridiques, alors qu'en parallèle les médecins la voient comme un corps beau et source de vie. Ce double visage de la jante féminine est toujours présent, mais c'est sa face sombre, inquiétante qui retient le plus l'attention. C'est pour ces raisons que les clercs comme les médecins ont présenté la femme comme un être soumis à son sexe, faible, avec des défauts précis, vanité, colère, luxure. Elle a donc besoin de l'homme pour vivre et surtout pour être canalisée, à la fois pour son propre bien et pour celui de la société. Dans ce schéma, la femme seule pose énormément de problèmes. Et cela se retrouve notamment dans les procès pour sorcellerie qui ont été nombreux à l'époque moderne. Outre le fait que les femmes ont représenté la plus grande partie des accusés, avant les hommes et les animaux, l'immense majorité de ces femmes jugées étaient des célibataires qui vivaient le plus souvent à l'écart de la communauté. Cette phobie a mené les hommes à essayer de restreindre les droits des femmes seules. La première est l'âge de la majorité, qui est de 25 ans pour les femmes en France tout au long de l'Ancien Régime. Même si elle intervient avant celle des hommes, fixée à 30 ans, 25 ans est un âge où la plupart des femmes sont mariées, et donc sous l'autorité de leur mari, puisqu'à partir du XIVe siècle, les femmes ne peuvent plus gérer de biens ou intervenir en justice sans l'autorisation d'un juge ou de leur époux. Il existe cependant des cas où les femmes ont plus de 25 ans et ne sont pas mariées. Mais même dans ces cas-là, une femme seule rencontre des obstacles. Elle ne peut pas, par exemple, vendre un bien sans la présence d'un tiers. Cette disposition légale permet d'éviter qu'elle dilapide son héritage. Cette volonté de sauvegarder les biens se trouve également dans l'interdiction qu'a une femme remariée de privilégier un second mari et des enfants d'un second lit par rapport à ses enfants d'un premier lit lors de son héritage. Par la femme, on craint le changement de lignée des biens. Les veuves sont également particulièrement encadrées. Pour éviter de leur part une mauvaise conduite, elles se doivent de respecter un deuil d'1 an, durant lequel elles ne peuvent se remarier et doivent avoir une conduite exemplaire si elles veulent pouvoir toucher leur douaire, c'est-à-dire les biens qu'elles avaient apportés en dot à leur mari. Les clercs imposent aussi aux femmes un idéal marial qui peut être tout aussi paralysant pour elles que les restrictions dont elles font l'objet en tant que femmes seules. Parce que chaque femme est à la fois Ève et Vierge Marie, le mal et le bien, les clercs et l'Église ont donné la Vierge en exemple aux femmes, les poussant à l'imiter. Mais la pureté, le dévouement religieux et la douceur ne sont pas toujours aisés à atteindre et la crainte de s'écarter de ce modèle a pu paralyser certaines femmes seules. Et même sans aller jusque-là, l'exemple mis en exergue a pu gêner les femmes qui ne le suivaient pas.
Durant l'époque moderne, les femmes seules se devaient non seulement d'avoir une conduite et des mœurs irréprochables, mais également une réputation intacte, ce qui n'était pas forcément la plus simple de ces exigences sociales et morales. La société, à la suite des clercs et des médecins, se méfie donc des femmes seules jusqu'à en avoir une véritable phobie, parce qu'elle est un danger potentiel qu'on connaît de surcroît mal et qu'on conçoit comme imprévisible. La femme doit être canalisée par un mari. Dans cette optique, la femme seule fait peur et l'on essaye tant bien que mal de la maîtriser par des restrictions qu'on adjoint à son état. Mais on ne peut pas seulement réduire la femme seule à l'époque moderne à cet état de souffrance, car ce serait aller bien vite en besogne. Il leur a aussi été donné une liberté, certes relative. Si les célibataires vivaient dans une liberté presque complète, celle des veuves était conditionnée par leur comportement. Quant au cas particulier des reines, elles ont pu accéder à une liberté totale dans certains cas. Les veuves représentent le plus grand nombre de femmes seules. Selon Brigitte Maillard, professeure émérite d'histoire moderne à l'université François Rabelais de Tours, 20% des femmes non célibataires seraient des veuves au XVIIIe siècle. Pour son décompte, elle s'est basée sur le tableau de la population réalisé par l'abbé Expilly en 1780. Ce ratio est sans doute lié au fait que les femmes sont plus jeunes que leurs maris. Le taux de remariage des veuves est également plus faible d'un tiers que celui des veufs. Il y a aussi une surmortalité des femmes jeunes. Mais être veuve peut être un choix, notamment pour une femme aisée, car elle y gagne l'indépendance juridique. Il n'en reste pas moins que le veuvage est considéré comme une anomalie sociale à l'époque moderne. Ce sont des êtres fragiles économiquement, objets de suspicion et qui subissent de fortes pressions masculines. L'avantage est qu'elles ont pour elles leur dignité de veuve et qu'elles suscitent la compassion. Elles ont également le privilège du statut. Toutes les veuves recherchent la compassion, quel que soit leur niveau social. La veuve est aussi libre d'un point de vue économique. Les veuves peuvent diriger leur maison. Effectivement, à la mort de leur mari, elles recouvrent la capacité juridique qu'elles avaient remise à leur époux lors de leur mariage. Le veuvage les met en possession de leur douaire, c'est-à-dire de la dot qu'elles avaient apportée, comme on l'a déjà dit au mariage, plus les biens que leur mari leur laisse, à charge pour elles ensuite de gérer ces biens avant de les léguer à leur mort aux héritiers de leur mari. La veuve douairière a l'obligation d'entretenir ses biens qu'elle doit remettre intacts aux héritiers de son mari. En échange, elle peut les gérer, sous certaines conditions cependant, puisque terrifiés par tant de liberté accordée à une femme seule, les juristes ont trouvé nécessaire de lui imposer des limites. Les veuves jouissent donc bien d'une liberté conditionnelle. Leur douaire peut leur être retiré si elles se conduisent mal. Mais c'est une situation assez rare, puisque les manquements de la veuve doivent être flagrants pour qu'une telle décision soit prise. On sait que beaucoup de femmes de la noblesse restent volontairement dans ce statut de veuve. Mais il y a aussi des femmes issues du milieu du négoce, de l'artisanat, de la paysannerie aisée, qui reprennent la direction de l'affaire, l'entreprise ou l'exploitation familiale. Si dans les campagnes c'est un statut plutôt synonyme d'aisance économique, en ville, le veuvage pour les femmes est clairement synonyme de pauvreté. Nombreux sont les témoignages de veuves secourues par l'Église, notamment lorsque se mettent en place des congrégations de charité. À la campagne, quand la misère frappe, ce sont leurs enfants adultes qui les secourent. Dans ce cas, il y a versement d'une pension alimentaire et une démission des biens. Les plus pauvres peuvent également se placer comme domestiques ou gardes-malades. Pour tromper la solitude et la pauvreté, les veuves n'hésitent pas à cohabiter. Les plus isolées d'entre elles sont tout de même obligées de mendier et de prendre le chemin de l'hôpital. Même des femmes aisées ont pu découvrir à la mort de leur mari la pauvreté. C'est par exemple le cas d'Alice Thornton, excusez-moi pour la prononciation, qui est auteure durant la guerre civile anglaise, qui découvre que son mari était un mauvais gestionnaire et qu'il ne reste rien, même de sa dot à sa mort. Le bougre, le bougre. Cette pauvreté explique aussi que les réactions des veuves sont parfois désespérées. Prenons l'exemple de Lady Russell, qui s'est mariée 2 fois et fut 2 fois veuve. C'est une grande épistolière et son deuxième mari meurt décapité en 1683 pour avoir participé au Rye House Plot, l'attentat contre le roi. Elle a tenté de faire commuer sa peine en montrant toute sa peine, sans mauvais jeu de mots, son attachement et son désespoir. En Angleterre d'ailleurs, on dispose des archives du médecin Richard Napier qui a reçu en consultation entre 1597 et 1634 42 cas de détresse après un décès, les 2 tiers étant des femmes. La détresse financière l'emporte rapidement sur la détresse psychologique et les femmes doivent bien gérer leurs biens.
L'Église a de plus une attitude particulière vis-à-vis des veuves, notamment à travers le prisme marial. En effet, elle identifie ces dernières à la Vierge dès les premiers siècles de la chrétienté. La veuve ressemble à Marie parce que celle-ci est passée sous la dépendance du Christ, son fils, lors de son veuvage. Les veuves peuvent s'y identifier, d'autant mieux qu'elles restent chastes, pleurent leurs époux et lui restent fidèles. Les clercs louent la continence des veuves qui les fait renouer avec l'état de virginité et louent les vraies veuves qui se détachent du monde, se consacrent à leur avancement spirituel et à leur famille, surtout à l'éducation de leurs enfants. Sainte Jeanne de Chantal est là un exemple des plus célèbres et des plus cités au cours de l'époque moderne. Veuve en 1602, à 30 ans, elle se consacre à ses enfants et à la prière, se retirant du monde, avant d'entrer en 1610 à la Visitation qu'elle a fondée avec saint François de Sales. L'Église est cependant consciente que toutes les femmes n'avaient pas la vocation de religieuses et elle accepte le remariage, même si elle ne l'encourage pas. Elle le soumet toutefois à quelques conditions, évidemment, sinon ce serait bien trop simple. Avant de se remarier, la veuve se doit de respecter un an de deuil, de réfléchir mûrement et de prendre sa décision en respectant la mémoire de son mari défunt. Donc à l'époque moderne, les veuves semblent être les femmes seules les mieux acceptées par la société, puisqu'elles se retrouvent seules après le décès de leur mari et que la société privilégiant le mariage, elles sont seules par accident. Elles ont tout de même intérêt à mener une vie relativement discrète et à bien savoir gérer les biens laissés par leur mari défunt. Parmi les célibataires, on observe deux cas de figure. Tout d'abord, la célibataire en attente de mariage. La plupart du temps, ces femmes ne sont pas seules puisqu'elles vivent chez leurs parents. Mais un nombre croissant de jeunes femmes sont placées par ceux-ci dans le but de se constituer par elles-mêmes une dot. C'est une pratique très courante dans les milieux artisanaux. À partir de 25 ans, les femmes sont majeures. Or, étant donné que l'âge moyen du mariage a pu être très tardif à certaines périodes de l'époque moderne, contrairement à ce que l'on pourrait penser, un certain nombre de jeunes filles placées ont pu être célibataires et majeures, ce qui leur permet d'exercer leurs droits civiques, dont les femmes sont privées pendant leur mariage. Elles peuvent par exemple intervenir au tribunal. Une célibataire a droit à une part d'héritage, quand la dot de la femme mariée et de la religieuse est considérée comme une avance sur héritage et les exclut donc du partage. On peut prendre l'exemple de Marie Boquerel, qui s'est occupée de sa mère âgée et par là s'est consacrée au célibat. Non seulement elle prend part à l'héritage, mais en plus sa mère lui lègue spécialement son linge et ses meubles en récompense de son dévouement. La seconde catégorie de femmes célibataires regroupe celles que les démographes appellent célibataires définitives, les célibataires ayant plus de 50 ans et qui ne se marieront plus. Cette situation était soit choisie par les intéressés, notamment afin de profiter d'une relative liberté, soit subie, le plus souvent sous la pression familiale. Un exemple marquant est sans doute celui de Marie Pouspin, issue d'une vieille famille de notables parisiens remontant au XVe siècle. Elle est la fille de Claude Pouspin, qui est bonnetier, propriétaire terrien à Dourdan et d'une fabrique de bas de soie à l'Aiguille. Marie est l'aînée d'une fratrie de 4 enfants, dont un frère. Son père, Claude, après la mort de sa femme, s'endette pour tenir son rang social. En 1679, on menace de saisir ses biens. Il s'enfuit en laissant sa fille et son fils se débrouiller seuls avec les dettes. Marie fait alors lever la saisie et s'occupe de la fabrique familiale adonnée au travail de la soie, dont elle fait l'une des principales entreprises de France, l'une des plus avancées sur le plan social, en misant sur la laine de la région et sur une technologie nouvelle importée d'Angleterre, le métier à tricoter des bas. Ainsi, en 1685, l'atelier Pouspin est le seul en France à faire des bas avec un métier et forme des générations d'apprentis. Dans la foulée, Marie entreprend de révolutionner l'apprentissage. Elle prend des jeunes entre 15 et 22 ans qu'elle s'efforce de garder du libertinage et fixe une production hebdomadaire minimale, 4 paires de bas non payés. Mais tout ce que l'apprenti fait en plus est largement rémunéré. En même temps que sa responsabilité de chef d'entreprise, Marie Pouspin est très engagée dans une fraternité de charité de son village, puis dans une fraternité du tiers-ordre dominicain en 1693. Dans ces groupes, Marie devient rapidement responsable par le zèle qu'elle apporte à visiter les malades, les veuves, les mendiants. Elle est donc présente sur les deux volets de la charité, l'économie et la compassion. Un bel exemple de femme célibataire. Dans l'ensemble de la période moderne, il est à remarquer que les célibataires sont en augmentation, notamment en ville, mais cette évolution diffère selon les pays.
Alors qu'il ne cesse d'augmenter en France, l'Angleterre voit son taux de célibataire augmenter jusqu'à 27% des femmes à la fin du XVIIe siècle, pour baisser ensuite à 7% à la fin du XVIIIe siècle. Les femmes séparées sont une catégorie rare sous l'Ancien Régime. La loi permet aux femmes de se séparer de leur mari en corps ou en bien. Le premier cas permet aux époux de vivre sous deux toits différents si la santé de la femme est en danger, quand le second permet à la femme de récupérer sa dot au cas où le mari, trop endetté ou mauvais gestionnaire, pouvait la mettre en danger. Il ne s'agit pas de divorce, puisque la requête doit être adressée au Parlement et que seul lui est apte à la juger, mais cette procédure est rare. Par exemple, à Tours, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, moins de 100 demandes ont été déposées au Parlement pour l'un ou l'autre de ces recours. On peut penser que le coût de la procédure et la peur d'étaler sa vie privée en public aient pu freiner les demandes. En Angleterre, la situation est quelque peu différente, mais elle aboutit au même résultat, puisque si le Parlement peut prononcer un divorce au sens complet du terme, la procédure est longue et coûteuse, donc peu utilisée. Les religieuses, les dévotes et les filles consacrées ont aussi un rôle éminemment important à l'époque moderne, surtout dans le cadre des réformes protestantes et catholiques. Pour nombre de femmes, la religion a été non seulement un moyen essentiel d'accès à la culture et à la vie intellectuelle, mais elle leur a aussi donné de nombreuses possibilités d'action, notamment par le canal des œuvres d'assistance et de charité. La période de grande effervescence religieuse née des réformes a été l'occasion pour elles de jouer un rôle public, bien que jamais officialisé dans la vie de l'Église, et de sortir de la sphère domestique ou privée dans laquelle leur action était normalement cantonnée. On les voit s'engager de leur propre initiative dans des voies diverses: participation à la réforme protestante et au renouveau catholique, implication dans les œuvres éducatives ou l'action charitable. On peut donc véritablement parler, pour l'époque moderne, d'une promotion de la femme seule par la religion. Promotion qui, plusieurs auteurs l'ont bien souligné, n'est pas sans tiraillement, avec d'un côté l'ouverture à de nouveaux champs d'action, et de l'autre la volonté de maintenir les femmes dans un rôle plus traditionnel. C'est un sujet tout à fait passionnant, mais qui nécessite une vidéo à part entière que je ne manquerai pas de réaliser rien que pour vous. Il est enfin un cas particulier de la femme seule, celui des reines. Leur situation diffère selon les pays. En Angleterre, puisque la couronne britannique accepte que les femmes montent sur le trône, les reines ne rencontrent pas les mêmes restrictions que les autres femmes. Elles sont considérées comme des hommes régnant en leur nom propre, même si souvent leur mari leur est associé. Seule Élisabeth Ier est restée célibataire, mais cela n'a pas eu d'incidence sur son règne ou ses droits, et même au contraire, puisqu'elle a régné par elle-même sans être aucunement soumise à un mari. En France, en revanche, les femmes ne peuvent régner selon la loi salique. Elles sont donc dans la même position que les autres femmes, mais il est une situation qui leur permet de monter sur le trône, le cas de la régence. Catherine de Médicis, Marie de Médicis et Anne d'Autriche, les régentes de notre période, ont ainsi pu gouverner selon leurs propres opinions. Même si leur pouvoir était théoriquement soumis à une assemblée de princes de sang, les régentes ont eu une liberté très étendue, comme peut le prouver l'affaire des mariages espagnols. En 1612, Marie de Médicis fiance son fils, le futur Louis XIII, à Anne d'Autriche sans consulter le collège des princes du sang. En réponse à cet acte qui le mécontente, Condé se révolte début 1614 et demande entre autres l'annulation de ses fiançailles. Il y a donc différentes catégories de femmes seules, dont les destins et les conditions sont divers, entre veuves et célibataires, femmes séparées et femmes qui vont se marier. Cependant, on trouve un point commun à toutes ces femmes seules. Elles s'opposent à la norme sociale qui veut que les femmes soient mariées et donc jamais seules dans la vie. La société encourage peu leur existence, à cause de la vision sombre qu'en donnent clercs et médecins.
Mais malgré ça, elles bénéficient tout de même d'avantages et de libertés qui se sont élargis au fil du temps jusqu'au Code civil de 1804 qui les a à nouveau mises sous la coupe de leur famille. Finalement, la femme seule a toujours été source d'inquiétude, d'angoisse et d'interrogation pour une société très portée sur le jugement d'autrui. C'est un fait que l'on peut tout autant attester hier qu'aujourd'hui. À méditer donc. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. J'espère que vous appréciez aussi ce format un peu plus long qui permet de développer un point plus précis des sociétés du passé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour en découvrir plus. Lâchez un petit pouce bleu et partagez, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Portez-vous bien et à bientôt pour un nouveau jour d'histoire.